Je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 18 décembre 2025, c'est notre bulletin numéro 269 et nous sommes toujours à Moscou et sous sanction. Avant de démarrer cette vidéo, n'allez pas faire de dons parce que vous n'avez plus le droit, parce que je suis sous sanction, donc si vous êtes dans l'Union Européenne, vous ne pouvez plus envoyer d'argent sur mon compte, je suis un banni. Donc ne le faites pas. En revanche, ce que vous devez faire si vous voulez continuer à suivre les contenus de Stratpol, c'est allez vous abonner sur Odyssey, sur Rumble, sur Telegram et sur X pendant que ça fonctionne, et surtout la lettre hebdomadaire de Stratpol. Aujourd'hui, notre navire amiral, ça va devenir le site de Stratpol. Pour l'instant, on est en zone libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la zone euro, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là aussi, vous devez vous procurer un VPN. Je ne fais plus de pub pour la VPN. Vous prenez celui que vous voulez, mais il faut que vous puissiez vous connecter à travers un pays libre. Donc tout ce qui n'est pas zone euro, enfin zone Union Européenne, d'ailleurs pas forcément zone euro, c'est essentiel. Et puis vous pouvez en tout cas vous abonner à notre partenaire Géopolitique Profonde, parce qu'en plus quand vous voyez voir ce qui m'arrive au niveau financier, il va peut-être falloir quand même trouver des solutions alternatives, donc n'hésitez pas. Et puis en plus je vais publier un article sur le conflit en Ukraine, et puis également une réponse écrite sur les accusations diffamatoires qui ont été produites par notre cher ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vais revenir sur ce qui est en train de m'arriver, sur ce qui arrive à Stratpol. Je vais essayer de faire court parce que le but, c'est d'être le plus concis possible. Donc, la décision de me mettre sous sanction a été prise par le Conseil européen. En fait, le Conseil européen réunit des ministres de tous les pays de l'Union européenne, donc en fonction du sujet du jour. Ça peut être les ministres des Finances, ça peut être les ministres des Affaires étrangères, et c'est le cas. Or, Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères français, ne peut pas me faire taire. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais enfreint la loi, même si je suis un petit peu moqueur. C'est mon naturel français, je dirais, un peu Cyrano. Voilà. Je n'ai jamais insulté personne. Je me suis moqué, c'est vrai. Je pense que c'est un péché véniel. Mais en tout cas, rien qui puisse m'entraîner devant une cour d'assises, devant la 17e chambre correctionnelle, et rien qui puisse provoquer une condamnation. Donc, c'est pas possible de me faire taire. En plus, maintenant, vous avez la plupart des réseaux sociaux qui sont d'accord pour appliquer des décisions qui sont prises par l'État. C'est-à-dire, par exemple, si l'État demande officiellement de m'interdire de réseau social, eh bien, dans ce cas, ce réseau social m'interdit parce qu'il a reçu un ordre. Mais le fait comme sur YouTube, où en fait, vous avez un email du ministre de l'Intérieur qui vous dit d'arrêter, ça c'est plus possible, ni sur X, ni sur Telegram, ni sur Odyssey, ni sur Rumble. Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution qui soit une solution, je dirais, autoritaire, dictatoriale. C'est de ça dont il s'agit. Et donc en octobre 2024, ils ont créé cette structure spéciale. C'est vrai que ça n'avait pas trop attiré mon attention, qui permet de sanctionner les propres citoyens de l'Union européenne. Ce qui est assez rare depuis le début. Des Allemands ont été sanctionnés. J'ai vu qu'il y avait un franco-togolais qui avait été sanctionné. Mais là, le fait de sanctionner un propre citoyen d'une des nations de l'Union européenne, c'est quand même très très rare. Et donc, je suis assez d'ailleurs flatté de faire partie de cela. Donc, comme Jean-Noël Barrot ne pouvait pas me faire taire par la loi, en fait, il est passé par le truchement du Conseil européen. Et d'ailleurs, il s'en est vanté. Je vous le remets parce que je vous l'ai mis au début, mais franchement, j'adore. Je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Est-ce que vous imaginez Sergei Lavrov ou Marco Rubio désigner un blogueur russe ou américain basé à Paris parce qu'il les critique, et donc parce qu'ils ne sont pas contents parce qu'il les critique, il va le mettre sous sanction. C'est ce que m'a fait Jean-Noël Barrot. Donc il m'a fait passer comme ennemi public numéro 1.
J'assume, il va falloir que je m'adapte, mais je vais y arriver. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec moi donc, sont condamnés, et d'ailleurs j'en suis très honoré, Jacques Beau, et également des chercheurs russes comme Fyodor Lukyanov, qui était un interlocuteur en plus de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, qui est vraiment un chercheur de qualité, qui n'est jamais dans l'excès. Mais voilà, il faut faire taire. Donc ils ont pris cette décision. Aussi très intéressant, je vous recommande l'expérience de Nathalie Lambe que j'ai découvert. Je dois avouer que c'est vrai, tant que ça vous arrive pas, en fait, vous vous dites ça peut pas m'arriver. Et en fait, ça lui est arrivé, et elle est suissesse. Et elle s'est faite interdire, donc y compris même de survol de l'Union européenne. Donc là, on est quand même dans l'extrémité. C'est pour ça que d'ailleurs, pour moi, c'est beaucoup moins grave que pour Jacques Beau. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous les gens qui m'ont félicité. C'est comme ma Légion d'honneur, hein, c'est ce qu'a dit Sylvain Ferreira. C'est comme être décoré sur le front des troupes. Toute proportion gardée. Et Jacques Beau, lui, vivait à Bruxelles, donc c'est vraiment un problème pour lui. Il va être obligé de rentrer en Suisse. Bon, il y a pire comme condamnation, mais cela dit, pour moi, encore une fois, ceux qui s'inquiétaient pour moi, ma vie, elle est en Russie, mes revenus essentiellement sont en Russie. Stratpol, évidemment, c'était aussi important, ça permettait de financer l'équipe, mais là, on va s'en sortir. Je remercie d'ailleurs ceux de mon équipe que je ne peux plus payer, puisque ils ne sont pas en Russie. Et donc, ceux-là m'ont dit, je tiens d'ailleurs à les remercier, je ne les nommerai pas pour pas qu'ils aient de problème, mais ils sont prêts à continuer à travailler gratuitement jusqu'à ce que je puisse de nouveau les rétribuer. Voilà, donc ça c'est quelque chose, cet engagement, ça fait plaisir à voir. Pour la partie du staff qui est en Russie, ça, il n'y aura pas de problème. La question qui se pose, c'est pourquoi moi ? Donc, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse globale. La réponse globale, c'est que ils sont en train de perdre la guerre, donc ils sont hystériques. C'est encore une fois les pathologies du perdant, ce que j'ai décrit à plusieurs reprises dans le moment bunker, c'est-à-dire que la défaite inévitable approchant, on devient fou. Et donc, on voit ça clairement dans le comportement d'Emmanuel Macron. On voit ça clairement dans le comportement de Jean-Noël Barrot, avec ce refus du réel qui sont les pathologies assez traditionnelles du perdant, donc il n'y a rien de nouveau. Je pense aussi que je me suis peut-être un peu trop moqué de Jean-Noël, parce que c'est vrai que je mettais sa petite tête dans mes vignettes, et que ça, évidemment, ça lui a pas plu, donc c'est pour ça qu'il a pris cette liberté. Je pense qu'à mon avis, on a dû lui dire au Quai d'Orsay, là, Jean-Noël, t'aurais pas dû faire ça. D'ailleurs, on voit dans la réaction dans tous les médias, moi je m'attendais à un déchaînement, il y a un tweet de Gamelin Goya qui est factuel, sibyllin. Un de mes amis, alors j'ai pas eu le temps de regarder, mais je regarderai pas d'ailleurs, j'ai autre chose à faire, mais Breton, le commissaire politique de la Commission européenne qui était chargé de la censure, qui a dansé dans l'air, a été très prudent. J'ai regardé dans tous les articles, dans le Figaro, dans Libération, même dans Libération, c'est factuel. En fait, en gros, il copie ma fiche Wikipédia, qui est très, très rapidement mise à jour d'ailleurs. Je ne sais pas qui s'en occupe. Bravo, vous faites un super boulot. Et le seul truc que j'ai vu, ça c'est dans La Croix, donc c'est les chrétiens de gauche, c'est pas étonnant non plus, et donc là c'était marqué que j'étais soupçonné d'être à la tête d'une centaine de sites d'information, je sais pas trop quoi, dirigés par le Kremlin en fait, c'est l'idée. Donc ça c'est bidon également ce qui est sur l'acte d'accusation qui est publié sur le site de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on dit que je prétendrais notamment que l'Ukraine a orchestré sa propre invasion pour pouvoir rentrer dans l'OTAN. J'ai jamais dit un truc aussi biscornu. Le cornu. D'ailleurs, c'est absolument pas, c'est n'importe quoi. L'Ukraine préparait le nettoyage ethnique du Donbass. Les Russes ont fait une attaque préventive. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Mais d'imaginer qu'on va faire ça pour... Non, mais vraiment, c'est absurde. En plus, le fait de rentrer dans l'OTAN, c'était inscrit dans la Constitution à l'époque de Poroshenko. Donc, je n'ai jamais dit ça. Et je pense d'ailleurs que Jacques Beau, qui est parfaitement compétent, ne l'a jamais écrit. Donc, tout ça est bâclé. Tout ça est bâclé, je pense, y compris pour Jacques Beau, par le ministère des Affaires étrangères français, encore une fois par Jean-Noël Barrot lui-même, puisque c'est un francophone. En fait, ce qu'il veut faire taire, c'est les francophones. Et la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais la France l'est. Et donc, en fait, c'est feu à volonté. Et la raison, également, évidemment, c'est de faire peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la réaction
que j'ai vu dans différentes personnalités, bien sûr des nationalistes. Hein, j'ai eu un soutien total sur les réseaux sociaux de mes amis, voilà, mais également de la gauche, de personnalités de la gauche populaire, de ce que j'appelle pas la gauche bourgeoise, que j'ai décrit dans mon livre, le livre noir, la gauche française. D'ailleurs, je vous recommande la gauche française et la répression de la guillotine aux gilets jaunes, parce que là on est dedans, hein, c'est Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Mais par exemple, Régis de Castelnau, ancien avocat du Parti communiste, qui a fait une analyse très précise sur la manière dont le régime d'Emmanuel Macron en fait transgresse à la fois la loi française, les engagements internationaux de la France du point de vue du droit. Tout ça, je vais l'utiliser. Hein. Si Dieu me prête vie et si j'en ai les moyens, je vous assure que je vais leur faire voir de toutes les couleurs. Donc là-dessus, ça aussi, c'est quelque chose qui a un effet tout à fait bénéfique, c'est qu'il y a des tas de gens qui se sont rendus compte dans les milieux finalement de la dissidence, appelons ça comme ça, puisque, bon, alors, je ne me compare pas au grand philosophe russe Solzhenitsyn, mais il m'arrive la même chose. Je suis quasiment exilé, et puis on me coupe tous les moyens, en fait, c'est ça. Donc si jamais je n'étais pas basé en Russie, en fait, avec ce qu'ils me font, je vais vous expliquer ce qu'ils me font, je serais aujourd'hui sous un pont en train de faire la mendicité avec mes 5 enfants et ma femme autour de moi. En gros, c'est à peu près ça. Bon, on n'en est pas là. D'ailleurs, je pense que le fait que je sois russe, ils se sont dit aussi, ça va peut-être être un moyen de dissuader les autres sans créer une situation catastrophique où finalement je fasse le siège du palais de l'Élysée ou de Matignon avec ma famille. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, je vais vous le décrire, en fait ils ont donc bloqué tous mes comptes et je n'ai pas le droit d'en rouvrir, évidemment. Et je n'ai même pas le droit de recevoir de l'argent ou de faire de virements. Alors je découvre ça au fur et à mesure, parce qu'en fait, je n'ai jamais été condamné à rien, je n'ai jamais été sous sanction. Mais par exemple, le 19 mai, je dois payer ma taxe d'habitation. Normalement, c'est un prélèvement automatique des impôts, les impôts. Et là, je ne sais même pas si ça va passer. Donc en fait, il faut que je demande des autorisations pour payer mon téléphone, pour payer l'eau, l'électricité, les charges. C'est extrêmement compliqué. Alors j'ai pris un avocat, évidemment, qui m'aide pour faire tout ça, mais tout ça coûte cher, évidemment. Et en plus, je ne peux pas demander de l'aide. Je ne peux pas vous demander, il y a beaucoup qui veulent contribuer, de l'aide. Vous n'avez pas le droit de m'envoyer de l'argent. C'est pour ça que si vous allez sur notre site, on va retirer tout ce qui est don, y compris d'ailleurs même le lien Bitcoin, parce qu'en fait, s'ils remontent les Bitcoins, ils peuvent voir qu'un citoyen de l'Union européenne, en fait, m'a envoyé de l'argent. Donc vous n'avez pas le droit de m'envoyer de l'argent, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Je sais, alors des amis en zone libre, hein, ce que j'appelle désormais de la zone libre, d'ailleurs je vais faire rentrer cette notion dans notre école d'analyse, c'est tout ce qui est hors Union européenne. Donc là j'ai des amis au Canada qui vont lancer un comité de soutien, et si vous voulez donc qui va m'aider à propager mes idées, à prendre ma défense. Donc vous pourrez à ce moment-là adhérer à ce comité de soutien, et voilà, ils m'aideront dans ce sens-là. Mais moi, je n'ai rien le droit de recevoir directement, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je suis à la rue, voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais m'en sortir, et surtout à Moscou, je suis très bien. Tout ce qui s'est abattu sur moi, déjà j'étais quand même plutôt bien vu, notamment dans le monde des médias russes. Et là, j'ai rejoint le club, donc qui est présidé, entre guillemets, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je suis passé à son émission il n'y a pas très longtemps, de Vladimir Soloviev, qui lui aussi est sous sanction. Et donc j'ai rejoint le club des journalistes sous sanction. Ça, c'est un truc qui quand même a été inventé par l'Union européenne. Hein. Faut quand même le dire. Donc voilà, ça va faire partie aussi des effets bénéfiques de ce qui est en train de m'arriver. Donc les effets négatifs, je vous les ai dit. En fait, ça va surtout frapper l'équipe de Stratpol. Puisqu'il y a des gens, et je les remercie encore, qui vont continuer à travailler bénévolement le temps que je trouve une solution. Pour l'instant, je ne l'ai pas, je vous le dis tout simplement. Je prépare les procès. Là aussi, ça va coûter de l'argent, et en plus, mon argent est bloqué. Je ne peux pas l'utiliser. Donc, mais en tout cas, je voulais dire, encore une fois, inscrivez-vous à cette lettre d'information hebdomadaire, parce que je ne vais rien arrêter. Je suis remonté comme une pendule, comme vous le voyez, et donc au contraire, je suis extrêmement motivé. Donnez-moi 1 ou 2 mois pour régler toutes ces affaires, recréer le système, l'écosystème, l'internet au système que j'avais mis en place. Et après, non seulement donc je vais rebondir, mais encore une fois, toutes les semaines, il y aura ce bulletin. Donc inscrivez-vous sur tout ce que je vous ai dit, notamment la lettre d'information par email. Ils ne pourront jamais l'interdire.
Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Donc, après avoir fermé tous mes comptes, etc., ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est invisibiliser mes réseaux sociaux. Ils ne pouvaient pas le faire parce que maintenant, il y a une nouvelle génération de libertariens américains donc qui ont monté ces réseaux sociaux, Rumble, Odyssey, X et Pavel Durov. Alors lui, il est russe d'origine. Et donc, eux, en fait, ils ne font pas comme YouTube. Ils ne font pas de censure a priori. Ils font, en revanche, ils peuvent invisibiliser votre réseau social à l'intérieur de l'Union européenne si jamais il y a une décision de l'Union européenne, de l'État français. Là, si c'est officiel, ils le feront. Donc, VPN, comme ça, vous pourrez me suivre, quoi qu'il arrive, sur X. Sur Telegram, à mon avis, ce sera beaucoup plus compliqué, mais bon, on essaiera de créer des chaînes alternatives. Mais en fait, Telegram, ils peuvent vous censurer à partir des opérateurs téléphoniques, puisque votre numéro de téléphone est français. Donc en fait, ils peuvent interdire à tous les numéros de téléphone avec des indicatifs de l'Union européenne d'avoir accès à Telegram. Donc encore une fois, il faut vous équiper. Moi, je vais continuer à faire le boulot. Il n'y a aucun problème. Dès que j'aurai réglé les problèmes généraux, je viendrai faire une tournée en France. Même si je n'ai pas de carte de crédit, je trouverai une solution. Il y a des tas de gens qui me soutiennent. Mais en revanche, vous, de votre côté, vous avez une chose à faire, deux choses à faire. Un VPN, n'importe quel, je ne fais plus de publicité, mais j'ai plus le droit, donc n'importe quel VPN, et vous inscrire à la newsletter, à la lettre d'information pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Donc en plus de fermer mes comptes, ils vont geler mes actifs. Alors j'ai pas beaucoup d'actifs en France, j'ai quand même mon petit pied-à-terre à Paris, j'ai également des actions dans la société Osapay. Donc là, j'annonce bien que je quitte mon poste de conseiller, que j'ai confiance dans leur équipe, dans leur projet, que mes actions sont gelées. Et j'encourage tout le monde à livrer au plus vite Osapay que vous puissiez le télécharger pour pouvoir, en autodétention, détenir vos actifs par des cryptos. Voilà, c'était un projet auquel je croyais. Maintenant, je me retire. De toute manière, j'ai plus le choix. Donc, je renonce à mon poste de conseiller. Donc, ils vont me geler ça. Ils ont gelé mes comptes, c'est déjà fait. Il y a même des fanatiques. Ça aussi, ça nous en dit beaucoup, notamment sur la gauche française, la gauche bourgeoise, encore une fois, pas la gauche populaire. Mais c'est qu'il y a des gens qui ont maintenant écrit à Amazon et à la Fnac pour qu'ils arrêtent de vendre mes livres. Pour qu'ils arrêtent. C'est l'auto-da-fé. Alors évidemment, la gauche bourgeoise n'a jamais aimé les bouquins, ni ceux qui les écrivent, sauf bien sûr les écrivains du régime. Mais là, vous avez des activistes gauchistes qui empêchent les gens d'aller lire mes livres. En plus, c'est vraiment prendre des gens pour des idiots. C'est comme les gens qui expliquaient que les Français étaient trop bêtes pour comprendre qu'une chaîne qui s'appelait Russia Today, RT France, c'était Russia, en fait ça voulait dire russe. Les Français sont trop stupides pour le comprendre, donc il faut bien leur préciser, attention, c'est la propagande du Kremlin. En principe, si vous voyez marqué sur une chaîne YouTube Russia Today ou RT France, vous comprenez que c'est... Mais non, c'est pas ça, c'est mal, il faut pas le faire, etc. Donc là aussi, c'est quand même assez intéressant. Là aussi, pareil, sur ce gauchisme ambiant, du point de vue sociologique, c'est très révélateur. Alors j'ai reçu massivement sur des réseaux sociaux, sur X, sur Telegram, les gens me félicitaient. C'est vrai qu'encore une fois, c'est une décoration. Comme l'a dit un de mes amis avec qui j'ai servi, tout ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort, référence à Nietzsche. Mais il y a quand même des gens qui trouvent ça donc parfaitement normal et à qui ça ne pose pas de question le fait de savoir que j'ai été condamné sans tribunal, sans pouvoir me défendre. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que demain, ça peut être eux. Eux, ils vont être face à un régime qui va faire la même chose vis-à-vis d'eux. Et Dieu sait que j'aime pas la Révolution française, mais la séparation des pouvoirs, c'est quand même un des fondements, on va dire, des régimes politiques à peu près dans le monde entier. Le judiciaire, l'exécutif et le parlementaire. Et alors on sait qu'en France, notamment depuis 2016-2017, avec le coup d'État d'Emmanuel Macron contre François Fillon, qu'il n'y a plus aucune séparation entre l'exécutif et le judiciaire, et surtout et le quatrième pouvoir, qui publie le lendemain même de l'audition le verbatim de ce qui s'est dit. Donc encore une fois, là, et ça montre quand même, par rapport à ces commentaires, je vois qu'il y a toute une classe, je ne sais pas comment les appeler, une classe gauchiste qui est prête pour l'esclavage. Parce qu'en fait, tout ça, ça va se retourner contre eux, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc les principes fondamentaux, finalement, qui font qu'un État moderne tourne correctement, avec la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, tout ça, ils ne le comprennent pas. Ils ont une confiance aveugle dans Macron, dans Ursula von der Leyen, et ils trouvent normal que, par le fait du prince, sans passer par un tribunal, on essaie de me mettre à la rue.
va pas marcher. Mais globalement, c'est ça. Hein. Imaginez qu'ils appliquent ça, et c'est ce qui est potentiellement possible vis-à-vis on va dire, de la mouvance nationaliste française ou de la mouvance gauche populaire française, c'est-à-dire, ou souverainiste d'ailleurs, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez être décrété ennemi public, ennemi du genre humain. D'ailleurs, comme le soulignait Duran, donc un canal en anglais, ça rappelait l'article 70 du Code pénal de l'URSS. En fait, vous êtes ennemi du peuple. Voilà. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc c'est beaucoup de problèmes, mais en même temps, c'est quand même quelque chose d'extrêmement favorable. Hein. Si on fait la part des choses entre les problèmes, je garde le sourire, mais je ne vous cache pas qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est globalement, le résultat est extrêmement positif. Ils ont été obligés de faire ça. Nous leur avons tellement mis la pression qu'ils ont été obligés de me prendre pour faire un exemple, pour faire peur à tous les autres. Donc, qui je dis, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Et donc, ils se sont montrés tels qu'ils sont, en imaginant que nous étions comme eux. C'est-à-dire que, sanctions, c'est bon, je demande pardon, Emmanuel Macron est un génie, Jean-Noël Barrot est le plus grand diplomate devant Talleyrand, en fait, voilà. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rouvrir mes comptes? En fait, ils se sont imaginés qu'on était comme eux. Bon, ça, c'est évidemment que c'est pas le cas. Et désormais, pour tous les souverainistes, pour tous les Frexiters dont je fais partie, eh bien, vous avez un argument massu pour montrer que l'Union européenne, c'est la dictature, c'est le totalitarisme. C'est moi qui en fais les frais et je vous en prie, utilisez-le parce que là, c'est tellement flagrant que ce serait dommage de ne pas en profiter. Et d'ailleurs, ça explique aussi, comme je le disais au début, finalement la prudence de quelqu'un comme Thierry Breton, en gros ce que j'ai vu sur les médias, il y a Richoux qui a fait un peu allusion, Goya, les deux gamelins, pourtant je peux pas dire que je les ai épargnés, mais eux, ils ont été assez modérés, parce que je pense que là, en ce moment, tous ces gamelins, tout ce gauchisme français est en train de se rendre compte qu'ils sont allés trop loin. Et croyez-moi, si j'en ai les moyens, je vais bien leur faire sentir. Voilà. Donc, comme je le dis à la fin de mes vidéos, et je le redirai, mais en tout cas, moi je tiens bon, et j'ai le courage, et on les aura, et je renonce à rien de chez rien. Donc, si jamais vous loupez mon bulletin de la semaine, ce sera de votre faute. Et dès que j'aurai réglé tous les problèmes, encore une fois, je débarque en France, tournée de conférence. Si les agriculteurs sont dans la rue en train de déverser du fumier, je me joindrai à eux. Si c'est les gilets jaunes, je me joindrai à eux. Encore une fois, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ma vignette, c'est-à-dire qu'entre le soldat russe et l'agriculteur français, le gilet jaune, c'est le même combat, c'est la convergence des luttes, parce qu'on se bat contre l'oligarchie, contre la dictature de Bruxelles qui veut nous obliger à faire la guerre contre la Russie, qui nous vole notre argent. C'est encore une fois, c'est vraiment cette opposition qu'on a vue en 2018, les producteurs contre les parasites. Mais revenons aux choses sérieuses, économie maintenant, et avant tout, eh bien, venez investir en Russie. Vous voyez, il ne pourra rien m'arriver en Russie parce que mes principaux comptes, mes principaux revenus sont en Russie. J'ai une société en Russie, je travaille pour RT. Donc de ce côté-là, je suis serein, je pourrais nourrir mes 5 enfants. Il n'y a aucun problème. Donc si vous voulez bénéficier de cette sécurité, ben, n'hésitez pas à venir. Vous êtes les bienvenus. Il y a des gens qui pourront vous accueillir. Les routes de la soie continuent à se développer, évidemment, pour contrer l'empire maritime anglo-saxon. Ça aussi, c'est un thème sur lequel on va revenir, parce que je pense que c'est une donnée fondamentale dans la recomposition du rapport de force. D'un côté, les vieilles nations impérialistes anglo-américaines, et de l'autre côté, eh bien, c'est les nations continentales, entre la Russie et la Chine, eh bien, est en train de se construire tout un flux commercial. Alors, faut aussi, là aussi relativiser, l'essentiel des flux commerciaux, je crois que 80% séparent la mer. Donc, il faudra aussi trouver, et c'est le sens de la route maritime du Nord, des zones de transit alternatives par la mer. Mais en attendant, il y a tout un transit qui se fait par la terre, et un accord vient d'être signé pour construire une voie ferrée, donc entre la Chine, l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. Donc là aussi, ça veut dire qu'en fait, pendant que nous, on est en train de s'autodétruire en Europe, eh bien, le continent eurasiatique, lui, se construit. Donc quand on en aura assez, on pourra peut-être se joindre à ce grand projet qui a été lancé par Xi Jinping en 2009 et dans lequel nous faisions partie. Encore une fois, c'était les nouvelles routes de la soie. Elles devaient aller jusqu'en Europe, jusqu'en Atlantique. Et nous en faisions partie. Et comme, eh bien, à moins d'être complètement stupide, il est clair que le 21e siècle, la croissance du 21e siècle viendra d'Asie.
il serait peut-être temps de se réveiller. Je reviens également sur mon dernier bulletin. J'avais évoqué le fait que, à mon avis, Friedrich Merz, une des raisons pour lesquelles il était aussi militant pour le vol des actifs russes, c'est que c'était un moyen de rembourser BlackRock, pour lequel il a travaillé, dans lequel il a eu un poste extrêmement important. J'en avais parlé dans mon dernier bulletin. Et à peine avais-je émis cette hypothèse qu'un article sortait dans la presse anglo-saxonne qui expliquait que Donald Trump voulait confier à BlackRock la reconstruction. Donc là, on rebondit. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est peut-être aussi une des clés de compréhension de ce qui est en train de se passer, Larry Fink, il est pas stupide. Il a compris que l'Ukraine avait perdu la guerre, que les Européens avaient perdu la guerre, mais lui, il veut rentrer dans ses fonds et il veut gagner de l'argent. Donc l'idée d'obtenir de l'Ukraine finalement une capitulation, et puis d'obtenir des Russes une part de ces fonds qui pourraient être investis dans la reconstruction, et puis que ce soit BlackRock qui se rince au passage, tout ça est tout à fait probable. Donc il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, BlackRock aussi pousse avec l'administration de Trump pour forcer Zelensky à la signature. Encore une fois, c'est une hypothèse, je n'ai rien de documenté à ce sujet, mais certains faits convergent, et encore une fois, mes sources, comme celles de Jacques Beau, sont essentiellement des sources occidentales. Politico-diplomatique maintenant, évidemment, alors cette semaine, une fois de plus, c'est une suite de rendez-vous, hein, comme le dit Gilles-Emmanuel Jacquet, c'est la diplomatie des navettes, les navettes diplomatiques. Et dans ce cadre-là, Steve Witkoff n'arrête pas de naviguer très courageusement, très efficacement. Hein. C'est l'homme du Moyen-Orient, du Proche-Orient. C'est lui qui s'entend bien avec Vladimir Poutine et c'est lui qui fait l'intermédiaire entre Washington, Moscou, Washington, Kiev et ses sponsors, enfin, pour le peu qui sponsorisent, européens. Donc là, il y a eu un rendez-vous à Berlin. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en gros, d'après les déclarations officielles, mais en fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe. On ne sait pas à quel point Trump va mettre la pression grâce au casier judiciaire de Zelensky, mais l'idée, c'est qu'en fait, tout ce qui est proposé par les Américains, qui font un constat réaliste de la défaite ukrainienne, donc il vaut mieux abandonner des territoires et obtenir la paix, eh bien, Zelensky n'est pas d'accord, et les Européens, les grands pays européens, Macron, Starmer et Merz, eh bien, ne sont pas d'accord. Trump peut quand même compter sur de plus en plus d'alliés, y compris en Italie, hein, qui est un des principaux, troisième contributeur, je crois, au budget de l'Union européenne. Donc voilà, qu'est-ce qui va en ressortir? Je ne sais pas exactement. Pour moi, le levier fondamental de Trump, s'il veut l'utiliser, c'est le casier judiciaire de Zelensky et sa bande. Donc, est-ce qu'il va l'utiliser à fond? On verra bien. Les prochaines négociations auront lieu alors entre les Russes et les Américains, avec Witkoff toujours, avec l'excellent Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, qui fait ses études à Harvard. Et donc ça aura lieu à Miami, en Floride. À suivre, de toute manière, encore une fois, pour les Russes, pourquoi pas discuter, pourquoi pas négocier, pourquoi pas avoir un cadre pour le jour où Kiev et les capitales européennes, hein, les narco-leaders, auront compris que la guerre est perdue, et à ce moment-là, eh bien, effectivement, Trump, alors que l'Amérique a déclaré la guerre, Trump va passer pour un pacificateur, et à moins qu'il déclare la guerre contre le Venezuela, eh bien, il pourrait même avoir le prix Nobel de la paix, pourquoi pas, après tout, au point où on en est. En tout cas, côté russe, on ne change rien. Vladimir Poutine, on l'a dit la semaine dernière, a rappelé qu'il s'agissait bien sûr de libérer le Donbass, mais également la Nouvelle-Russie, d'une manière ou d'une autre, par des changements politiques, pas forcément par le rattachement à la Russie, mais en créant finalement une démocratie avec un état de droit, des élections libres dans les pays, dans les zones, bien sûr, qui sont russes fondamentalement, comme Kharkov, comme Odessa, comme Nikolaïev, comme Dniepopetrovsk. Voilà, ça c'est donc côté russe, ça a été rappelé par Ryabkov, lui il a carrément dit il n'y aura rien tant que vous ne nous aurez pas rendu les territoires russes. Donc le Donbass, qui manque encore à la Russie dans la République populaire de Donetsk, Zaporozhye, qui est en train d'être conquise par l'armée russe, et surtout, je pense que le plus dur, ce sera la région de Kherson, parce que là, ça veut dire que les Russes reviennent sur la rive droite du Dniepr et reprennent ce qu'ils avaient pris en un coup magistral en 9 jours. Hein. Les Russes ont fait, à partir du 24 février 2022, 100 km à travers la steppe, franchissant le pont d'Antonovka et s'emparant de la ville de Kherson, quasiment sans coup fait rien. Donc voilà, ce sera évidemment un coup extrêmement dur dont Zelensky ne se remettra pas. Je pense que d'ailleurs le régime de Kiev ne se remettra pas du tout. Donc c'est ça que veulent les Russes, et ça a été redit et réécrit noir sur blanc. Donc c'est pas la peine de tergiverser autour de ça. Dernière nouvelle politico-stratégique, le bilan de Donald Trump. Donc il a fait un grand discours fleuve. Alors Tucker Carlson nous avait annoncé qu'il allait annoncer la guerre contre le Venezuela. Finalement, il n'a même pas été question ni du Venezuela, ni de l'Ukraine. Ça, c'est quand même ce qu'on retire de ce discours. Donc il a présenté ses 11 mois après son investiture comme un succès franc, l'Amérique. Il a récupéré l'Amérique dans l'abîme. Il a refait une grande puissance. Bon,
je ne vais pas discuter là-dessus. Je ne suis pas sûr que le résultat soit aussi bon que ça, surtout qu'en plus la base MAGA est en train de s'effriter parce qu'ils sont déçus par les révélations qu'on avait promises sur Epstein, ils sont déçus parce que les décisions à l'emporte-pièce de Donald Trump ont provoqué une augmentation du prix du carburant, ces histoires de droits de douane, etc. Tout ça, finalement, ça s'est tourné en autre boudin. Ni l'Inde ni la Chine ne se soumettent. La Chine, on s'en aperçoit à tous les moyens dont elle dispose pour faire pression sur l'Amérique quand l'Amérique n'en a aucun. Donc voilà, je suis moins enthousiaste que lui, même si sur certains aspects, notamment le conflit en Ukraine, je comprends ce qu'il fait. Je pense que je ne me suis pas trop trompé depuis le début. Il doit traiter avec l'État profond. Il doit traiter avec une partie du parti des Républicains qui est nos conservateurs, hein, à égalité avec les démocrates. Donc voilà, le résultat n'est pas aussi brillant. Il n'a pas annoncé, donc encore une fois, la guerre contre le Venezuela. Et ce qui est en train de se passer d'ailleurs au large du Venezuela, alors d'après les informations qu'on a, encore une fois je travaille sur la presse ouverte anglo-saxonne, on a d'un côté Bloomberg qui nous dit que les réservoirs de pétrole vénézuéliens sont remplis, débordent parce qu'ils n'arrivent plus à exporter. De l'autre côté que finalement les flottes de tankers continuent à fonctionner. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Ce qui est clair, c'est que je vois ça comme un acte de piraterie, comme de l'impérialisme. Et c'est finalement, la politique est suivie également par l'Angleterre. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place qui est à mon avis assez dangereux. J'en avais parlé dans la Baltique, c'est-à-dire que finalement, essayer d'affaiblir les pays riches en ressources naturelles, comme la Russie, comme l'Iran, comme le Venezuela, et qui ne veulent pas se soumettre en s'attaquant aux flottes de tankers. Alors s'attaquer au Venezuela, c'est pas trop compliqué. Avec l'Iran, c'est déjà une autre paire de manches parce qu'ils en font autant. Et avec les Russes, ça va être très 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 difficile. On va le voir avec ce qui s'est passé une nouvelle fois sur le port d'Odessa. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le bilan de Trump, mais on va continuer à en parler. Sans transition, puisqu'on parle de l'Angleterre, je passe au terrorisme, donc terrorisme maintenant. Et on a eu une interview assez intéressante de Blaise Maîtreveli, donc qui est le nouveau chef du MI6, alors qui est, elle, une authentique agent. Hein, je crois qu'elle a été clandestine, donc ça n'a rien à voir avec le crâne d'œuf que nous a mis Emmanuel Macron. Il adore les crânes d'œuf, hein, Jean-Noël Barrot, je ne sais plus comment il s'appelle, le chef des services secrets là, qui a manipulé l'élection en Roumanie. Donc là, on a donc un chef d'un service secret qui est compétent, qui sait de quoi elle parle et qui est très orienté anti-russe. Et là aussi, ça rejoint également une interview qui a été donnée par son prédécesseur, Moore, dont j'avais parlé au moment de l'affaire de Kursk, puisque d'après les analyses que j'ai faites, je vous renvoie encore une fois au bulletin de cette époque-là, je pense que l'affaire de Kursk était un coup de main organisé par le MI6 et la CIA pour s'emparer de la centrale nucléaire de Kurchatov. Voilà. Et après, de l'encercler, de la prendre en otage et de créer un risque nucléaire pour essayer de l'échanger, pourquoi pas avec celle de Zaporozhye, ou en tout cas pour provoquer une déstabilisation stratégique. Hein, c'est un objectif stratégique incontestablement. Voilà. Bon, ça a raté, il fallait faire 50 km, ils en ont fait 20, et après, au nom du marketing, ils ont décidé de rester sur place. Donc ça a été le tombeau de nombreuses très bonnes troupes ukrainiennes. La Russie estime 76 000 pertes dans cette absurdité, de cette offensive absurde. Et d'ailleurs, ça avait été la première fois qu'on avait eu à la fois une conférence, donc une interview qui avait été donnée dans le Financial Times, si je me souviens bien. Donc il y avait Moore d'un côté pour le MI6 et Burns pour la CIA. Donc je pense que c'était un plan foireux, style service secret, du genre Rainbow Warrior. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes, ce sont encore une fois les Anglais, ils le sont en mer Noire, ils le sont dans la Baltique, et ils sont extrêmement dangereux, et ils n'ont pas l'intention, avec l'establishment anglais, de laisser la Russie gagner. Et on assiste maintenant chez les chefs de l'armée anglaise au même discours délirant du général Gamelin-Mandon ou de tous ces gamelins de plateau, Yakovlev et compagnie, qui veulent absolument partir en guerre contre la Russie, qui pensent qu'ils ont une chance de gagner. Donc voilà, ça, il faut bien le garder. Et donc, comme je pense qu'ils n'ont pas les moyens, pourquoi c'est dans la rubrique terrorisme, encore une fois, parce que je pense qu'ils n'ont pas les moyens de faire la guerre à la Russie, donc finalement, tout ce qui va leur rester, c'est des actes de piraterie, c'est des actes terroristes. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit évidemment nous préoccuper. Armement maintenant, et je ne résiste pas pour mes amis suisses francophones qui me suivent, et il y en a beaucoup qui me suivent, et il y en a même qui viennent me voir à la sortie de la messe le dimanche, je les salue. Eh bien, on a une information assez extraordinaire, c'est-à-dire que les Suisses ont commandé 26 F-35A, donc c'est le cercueil volant de super technologie qui est produit par les États-Unis, et les Suisses avaient le choix entre ce truc, des Rafales et des Gripen.
le choix du Rafale et du Gripen aurait été logique. Le Rafale c'est mieux, déjà parce que c'est français, mais bon c'est un biréacteur, etc. Mais le Gripen aussi avait, pour un pays de cette taille, avait du sens. Mais Joe Biden à son époque s'est déplacé en Suisse la veille de la décision qui devait être prise par les autorités suisses, et ils ont pris le F-35, et à l'époque, ceux qui étaient contre ce choix disaient mais les comparaisons entre le coût d'exploitation, etc., ont été mal faites, ça a été truqué. Et puis en plus, ce qu'on a appris ensuite, c'est que les versions qui allaient être livrées à la Suisse, finalement, c'est les versions pas améliorées, parce que la première version du F-35 est une véritable bouse. Et bon, les nouvelles versions sont un peu moins une bouse, mais c'est quand même pas terrible. Donc non seulement les Suisses vont avoir un avion qui sera déjà vieux alors qu'il sera tout neuf, mais en plus, finalement, les Américains viennent leur expliquer qu'ils sont plus chers que prévu. Et donc au lieu d'en commander 36, ils en auront moins pour le même prix. Alors, je suis un petit peu dans le business, donc j'ai répondu à pas mal d'appels d'offres, j'ai reçu des appels d'offres. Je peux vous dire que ça, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que quand votre fournisseur vient vous voir en disant bon bah finalement on va vous livrer moins et ça vous coûtera le même prix, là on est au top. Et je pense que c'est très très humiliant pour les Suisses, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime depuis que je les connais un peu mieux. Encore une fois, ce niveau de soumission est tout simplement une honte. Armement encore, les Russes viennent de déployer les Iskander 1000, c'est-à-dire en fait, donc l'Iskander, c'est un missile sol-sol qui a bien évolué depuis le début de l'opération militaire spéciale. À manœuvrer, il est quasiment intouchable par la DCA otano-kievienne, ou alors à très grands frais. Et sa portée est passée de 500 à 800 et maintenant à 1000 km. Donc évidemment, une bonne partie du territoire ukrainien est à la merci des tirs d'Iskander. Il serait peut-être temps de capituler. Empire du mensonge maintenant, et cette semaine, grâce à Alain Bauer, nous avons un moment grand architecte. Le grand architecte m'interpelle. Il est la balance qui pèse mes actes et les juge. Donc le grand architecte nous a un peu ressorti ses vieilles marottes habituelles, écoutons-le. Vladimir Poutine veut ce qu'il veut depuis le début et il est d'une cohérence absolument parfaite. Il veut le petit bout de Donetsk qu'il n'a pas eu, avec quelques éléments complémentaires. Mais l'essentiel, c'est je veux ma victoire telle que j'ai dit que je voulais ma victoire, c'est-à-dire l'intégration dans la Russie de tout ce que j'ai indiqué comme étant désormais russe. Poutine, ça a failli se faire à Anchorage, vraiment. Ça a failli se faire, mais le problème est le petit morceau, les 25% du territoire de Donetsk. Le problème de Vladimir Poutine aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa banque centrale, dont je salue la gouverneure, Madame Nabiulova, qui mérite le prix Nobel d'économie pour avoir sauvé l'économie russe, l'avoir transformée, mais elle est à sec, de par ses propres documents. Le Premier ministre Mikoustine explique qu'il n'a pas assez d'argent pour financer l'effort de guerre, ne serait-ce que l'effort de guerre. Il lui manque 10 à 15% de monnaie. Il y a un moment où l'attrition, la durée, la perte, la fin des moyens financiers, ils ne payent plus les retraites, ils ne sont plus en mesure de payer les frais sociaux et ils ne payent plus la prime aux soldats morts. Donc il y a un problème qui est réel, plus un copec, comme on dirait. Donc là, le grand architecte commet deux erreurs. Tout d'abord, il explique que la Russie veut son petit bout du Donbass. Le Donbass, c'était la partie la plus riche de l'Ukraine. C'était le poumon économique de l'Ukraine. Et la perte de Slavyansk et de Kramatorsk, qui est inévitable, sera une véritable catastrophe économique, comme l'a été la perte des républiques populaires de Donetsk en 2014, la perte de Mariupol il y a 3 ans, la perte des mines de lithium, la perte de la mine de charbon à coke de Shevchenko. Tout ça, c'est une véritable catastrophe pour l'économie ukrainienne. Donc, c'est pas rien du tout. C'est pas un petit bout de terre, comme il nous répète à chaque fois qu'il passe pour faire le malin, comme s'il connaissait finalement la région dont il parle. En fait, il n'y connaît rien. Et puis, l'autre sujet, c'est évidemment, il explique que l'économie russe est au bord de la faillite. En fait, les chiffres sont sortis. La guerre coûte à la Russie 5,7% de son PIB, c'est-à-dire rien. Et en plus, ce sera un investissement productif, puisque d'ailleurs déjà, dans l'anticipation, je pense, de la fin du conflit qui aura lieu en 2026, les Russes sont déjà en train d'acquérir de nouveaux marchés. C'est la première armée du monde, comme vient de l'expliquer Vladimir Poutine, et à moins d'être complètement stupide, c'est une évidence. Donc en fait, c'est une excellente affaire pour la Russie, malgré les morts, mais encore une fois, mourir pour sa patrie, c'est tout à fait honorable, et ça forge les générations suivantes. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il nous explique, alors toujours, il est en admiration devant Madame Nabiulina, la chef de la Banque centrale, qui fait n'importe quoi avec ses taux directeurs depuis près de 2 ans. On en a beaucoup parlé. Encore une fois, moi, je suis capable de critiquer la politique du Kremlin quand
quand elle ne me plaît pas. Et je ne suis pas le seul en Russie. Vladimir Solovyov, vous l'écoutez sur la Banque centrale, il est pas tendre. Et donc, il explique, mais on ne sait toujours pas où il a trouvé ça, qu'il n'y a plus d'argent, que les comptes sont... Alors que la Russie vient encore de battre au mois de décembre, le 5 décembre, de record de réserve de change à 741 milliards. Même si jamais l'Union européenne vole 200 milliards, il reste à la Russie parmi les plus grandes réserves de change au monde. C'est complètement délirant. Le Fonds du bien-être national, pour l'instant, est stable à 13 000 milliards de roubles. Comme d'habitude, les Russes vont taper dedans au mois de janvier, et puis ça va remonter tranquillement pour réatteindre 13 000 milliards. Donc, et en plus, il ajoute n'importe quoi, que les Russes ne payent pas les retraites, que les soldats ne touchent pas leurs primes. Mais c'est absolument idiot, c'est débile, c'est vraiment... Et en plus, contrairement aux Ukrainiens, au régime de Kiev, nous on a l'exemple parce que ma femme participe à un chat de femmes ou de mères de soldats, donc qui essaient de s'entraider. Et il y a eu un cas extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'une des épouses de soldats, et son mari a disparu. Si votre mari a disparu en Ukraine, il est considéré comme traître, ou comme, voilà, pour tout ça, pour pas vous payer la pension ou le salaire du mari. En Russie, en fait, si le mari a disparu, au bout de 3 mois, on vous propose de le considérer comme mort et vous pouvez toucher les indemnités de veuve. Mais elle, cette femme de soldat, croit toujours que son mari peut être encore en vie. C'est d'ailleurs extrêmement, extrêmement touchant. Elle préfère encore espérer qu'il reviendra du combat, qu'il soit prisonnier ou finalement perdu dans le brouillard de la guerre. Donc en fait, il raconte absolument n'importe quoi. Mais bon, après, c'est les informations qu'il a directement du grand architecte, donc comment les contester ? Et la dernière idée d'Alain Bauer, donc qui va chercher évidemment son inspiration, on se souvient, une des fois il avait été interviewé sur LCI, il était aux États-Unis en train de parler aux Américains, un peu comme le facteur dans Jour de fête de Jacques Tati. Et pour ceux qui connaissent un peu le cinéma français de l'époque, eh bien, donc fasciné par l'Amérique, et il nous parle de la solution entre deux Corées, c'est-à-dire pas de traité de paix, une ligne de démarcation, et on maintient une situation de guerre, ce qui pour les néoconservateurs est idéal en Europe. Un mur de fer, des sanctions et surtout pas d'union du continent entre la France, l'Allemagne et la Russie, ce serait le pire cauchemar. Donc en fait, ça, c'est le rêve fantasmé des néoconservateurs et du grand architecte donc qui transmettent ces informations-là à notre pauvre Alain Bauer. Donc d'ailleurs, quand il les exprime, il comprend à peine ce qu'il dit. Donc il n'y aura pas de solution coréenne parce qu'en fait, pour qu'il y ait une solution coréenne, il faut que des deux côtés, on dise stop. Il faut que d'un côté, la Chine et l'Union soviétique disent stop et il faut que l'Amérique dise stop. Et là, l'Amérique veut dire stop, les Européens voudraient continuer mais ils ne peuvent pas sans l'Amérique, et l'Ukraine n'en peut plus. Et en face, il y a la Russie, sereinement, avec moins de 6% de son PIB consacré à l'opération militaire spéciale. Encore une fois, Trump n'a aucun moyen de pression contre la Russie. D'ailleurs, maintenant, la presse internationale a reconnu que non seulement l'Inde n'allait pas refuser le pétrole russe, mais on allait battre des records au mois de décembre à plus d'1 million de barils. Donc en fait, il raconte n'importe quoi. Mais j'imagine que c'est toujours l'idée de faire passer aux gogos qui regardent LCI que si l'Ukraine peut encore gagner la guerre, puisque la Russie est sur le point de s'écrouler économiquement. Voilà pour le moment grand architecte. Et tout de suite le moment bunker. Das war ein Befehl! Alors, le moment bunker, là, c'est Zelensky. Écoutons-le. The United States have their policy. They don't see us in NATO. For now. Everything in our lives is for now. Maybe the position will change in the future. Politicians change. Somebody lives, somebody dies. And it's life. Donc parmi les pathologies du perdant que j'ai inventoriées, il y a encore une fois les armes magiques, l'armée magique, l'armée Steiner, qui n'est pas là, l'armée Wenck, et il y a également le fait que l'adversaire va mourir et ça va changer la donne. Donc un temps ils ont espéré que Poutine allait mourir, et puis après ils se sont rendus compte que si Poutine meurt, si ça se trouve, ce sera encore pire, parce qu'on va avoir Medvedev ou des faucons russes, s'il était ministre de la Défense, Belousov, à mon avis ce serait pas la rigolade. Donc maintenant, ce qu'ils espèrent, c'est que Trump meure. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il vient de le dire ouvertement. Donc là, on est vraiment, encore une fois, bon après, on a un Zelensky qui est au niveau de Macron ou Jean-Noël Barrot. Il dit n'importe quoi, sans doute il prend des produits. Et là c'était un moment magnifique. Zelensky souhaite la mort de Donald Trump. Nous avons hâte d'avoir la réaction de Donald Trump. Considération militaire générale maintenant, je vais en retenir une, c'est les chiffres des pertes ukrainiennes telles qu'elles ont été données par le ministère de la Défense russe, donc à prendre avec prudence. Donc il donne
en gros 1 500 000 pertes pour l'armée ukrainienne, c'est-à-dire des morts, des blessés, des déserteurs. Il souligne d'ailleurs le nombre très important de déserteurs, 30 000 par mois. Voilà, ce sont les chiffres russes. J'ai plutôt tendance à y croire, mais comme je vous l'ai dit, moi je ne me prononcerai sur les pertes qu'à la fin de la guerre, je pense qu'on saura vraiment la vérité. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup plus de pertes du côté ukrainien que du côté russe, par la supériorité de la puissance de feu, par le commandement russe qui est infiniment meilleur, qui n'hésite pas à faire des retraites tactiques pour préserver les troupes. On l'a vu en 2022, ce que Kiev est tout simplement, et l'OTAN sont simplement incapables de faire. Voilà. Donc des pertes otano-kieviennes extrêmement importantes. Et à côté de ça, on a des chiffres sur la destruction du potentiel énergétique de l'Ukraine. Donc 70% de la capacité des centrales thermiques et 37% de la capacité des centrales hydroélectriques. Donc autant dire qu'encore une fois, l'Ukraine, c'est terminé. Il faut arrêter maintenant avant qu'il soit ramené à l'âge de pierre. Et il faut vraiment une dose considérable de fanatisme et de cynisme de la part de Macron, Merz et Starmer pour forcer les otano-kieviens, tous ces pauvres soldats ukrainiens, à continuer la guerre. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Et d'abord, la première frappe que l'on doit aux otano-kieviens, donc en fait aux Anglais, avec un drone sous-marin pour la première fois déployé dans le port de Novorossiysk. Donc ce drone était censé détruire un sous-marin russe et donc ils ont cru qu'ils l'avaient détruit, et à ce moment-là on a eu cet article assez incroyable, ce commentaire notamment dans LCI, Poutine humilié. En fait, dès qu'ils arrivent à détruire quelque chose, c'est une humiliation pour Poutine, cette vision de la guerre très pathos. En fait, Poutine est humilié, Poutine est jaloux, c'est très typique en fait finalement de la pensée occidentale dégénérée. Bon, pour leur grand malheur, eh bien, même si techniquement la prouesse était plutôt remarquable, c'est que ça n'a pas marché, et que là maintenant les Russes sont prévenus, et que les Russes se sont fait un malin plaisir de montrer le sous-marin en parfait état, et même finalement les médias otano-kieviens ont reconnu que l'opération avait échoué. Les Russes de leur côté ont continué à répliquer brutalement sur l'accès, ce qui reste d'accès à la mer des troupes otano-kieviennes, c'est-à-dire Odessa. Donc on a eu des frappes massives sur Odessa. On a eu une frappe directe et très précise sur le pont de Zatoka. Ici, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, ça fait, à mon avis, plus d'1 an. Donc, qui est le pont qui relie la logistique qui arrive par le Danube, qui la relie jusqu'à Odessa. Et d'ailleurs, on a eu donc une frappe sur Zatoka, sur le pont, et également une frappe sur Izmaïl, très spectaculaire, sur les réserves, encore une fois, les stockages de ce qui est livré par maintenant essentiellement les Européens, enfin même si c'est acheté aux États-Unis, par le fleuve du Danube et qui remonte jusqu'à Odessa. Donc voilà, situation critique pour les otano-kieviens. Et on va remonter la ligne de front en partant du sud. Donc les choses avancent bien pour les Russes maintenant au nord de Stepnogorsk. Les Russes avancent dans toute cette zone-là. J'attends qu'ils prennent un village pour qu'on voit exactement où ils en sont, mais même Yuri Podolaka, le très pessimiste sur Yuri Podolaka, est très optimiste. Les Russes ont amélioré leur position, je l'avais dit la dernière fois, au sud de Rekhovo. Donc c'est de là qu'est partie la contre-offensive ratée des Ukrainiens en été 2023, et ont complètement nettoyé le village de Novodanilovka à cet endroit-là. Là où, une fois de plus, où ça avance très fort avec un risque énorme opératif pour les otano-kieviens, c'est que les Russes sont en train de s'emparer de la ville de Gouliapol. Là, pareil, ma ligne de front est extrêmement conservatrice, puisque les Russes tiennent aujourd'hui plus des 2/3 de la ville. Et là, encore une fois, cette petite punaise que j'ai mise il y a 3 ans, plus de 3 ans, vous montre à quel point la situation est catastrophique pour Kiev une fois que les Russes s'en seront emparés. D'autant plus que les Russes ont franchi ce cours d'eau et maintenant se déploient pour s'emparer de la localité de Ternovatoe, ici, qui est le dernier bastion des Ukrainiens, sur une hauteur. Et après, en fait, c'est un déroulé de l'armée russe jusqu'à ce prochain cours d'eau, et même, on peut dire, quasiment jusqu'à Zaporozhye. L'objectif Zaporozhye, maintenant, la direction de Zaporozhye est finalement celle de cette zone-là. Donc, les Russes ont avancé et se sont emparés de Zarochne ici, de Stopovskoye ici, de Gerasimovka ici, de Pechanier ici. Et ils sont en train de nettoyer les villages d'Andreevka et de Bratskoye à cet endroit-là.
Plus à l'ouest, du côté de Pakrovsk, les Russes ont repris l'offensive en direction de Dobropila. Donc du côté de Mirnograd, eh bien, les Russes sont en train de liquider les derniers bastions. J'ai pas changé la ligne de front, mais en fait, il reste quasiment plus rien. Et même les Otanokieviens le reconnaissent. Donc plus au nord, les Russes ont repris une nouvelle fois Darozhnoe ici, Ivanovka, Novoshachovo ici et Vilnoe à cet endroit-là. Plus à l'ouest encore, là, les Russes avancent bien également. Ils se rapprochent de la localité de Berestok à cet endroit-là. Donc là, ils ont réellement consolidé leur position. Donc à terme, Konstantinovka va être attaquée à la fois par le sud, par le sud-ouest et par le nord-est. D'autant plus que les Russes ici ont consolidé leur position après la percée surprise qu'ils avaient accomplie il y a 2 semaines. Plus au nord maintenant, les Russes, après la prise de Seversk, ont largement avancé. Comme on le voit, ils ont largement dépassé les faubourgs de Seversk et ils avancent dans cette vallée en direction de Rai-Alexandrovka. Donc aujourd'hui, on peut dire que la poussée vers Slaviansk a commencé. Comme je l'avais dit il y a 3 ans, Slaviansk et Kramatorsk sont vraiment dans la vallée. On voit le cours d'eau ici qui circule. Et Rai-Alexandrovka, c'est l'ultime bastion qui permettra aux Russes de dominer toutes les hauteurs. Et évidemment, avec la portée des drones que les Russes utilisent pour détruire la logistique, eh bien, la ville de Slaviansk sera dans une mauvaise passe. Ça, on peut le dire clairement. Les Russes continuent à pousser du côté de Liman, mais les combats font rage, donc c'est compliqué. Plus au nord, là, on est dans la région de Kharkov. Les Russes se sont emparés de Novoplatonovka ici et sont en train de nettoyer la zone. Mais c'est pas complètement terminé et ils approchent de Borova. Comme j'ai dit, une fois que les Russes ont pris Borova, ça forcera les troupes qui viennent à passer de l'autre côté de la rivière Oskol et Izium sera à portée de nos troupes. On continue vers le nord et là, la grande question, c'est qu'arrive-t-il à Kupiansk? Donc les Ukrainiens ont annoncé qu'ils avaient chassé les Russes. Alors effectivement, les Ukrainiens ont lancé de grandes offensives sur dans toutes les directions, à la fois dans cette direction-là, dans cette direction-là, dans cette direction-là. Ma ligne de front de la semaine dernière, qui a d'ailleurs été ma ligne de front depuis plusieurs semaines, en fait, j'avais pas trop regardé ce qui en était, c'était des zones, encore une fois, c'est des zones très vagues, il y a des groupes qui s'infiltrent, etc. N'était pas tout à fait juste. En fait, aujourd'hui, la ligne de front correspond à peu près à ça, et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est que Zelensky est allé fièrement faire un short, comme on dit, ou un selfie, prétendant être à Kupiansk, et en fait, il était à 2 km de la ligne de front, caché dans un bois, et surtout, vraisemblablement, la vidéo a été faite il y a plusieurs semaines. Et d'ailleurs, ça a été révélé déjà par un drone russe qui est arrivé, qui montrait que ça ressemblait pas du tout à ce que lui avait filmé, et par 2 soldates ukrainiennes qui voulaient montrer ce qui se passait donc à cet endroit-là, qui sont arrivés et qui ont filmé donc le point où Zelensky avait fait sa vidéo, et l'ont publié pour montrer à quel point elles étaient courageuses, sauf que cette vidéo a montré que Zelensky avait menti. Et donc elles ont dû s'excuser, mais c'était trop tard. Donc là, une fois de plus, Zelensky est passé pour un idiot, pour un comique, un autre merde, ce qu'il est. Et voilà, donc cela dit, la situation est quand même très tendue pour les Russes, donc offensive dans cette direction-là, L'idée, c'était de couper cette route de ravitaillement pour les unités russes, pour les empêcher d'avoir des renforts. A priori, ça a raté. Il y a des unités qui ont été déployées. Maintenant, les Russes contre-attaquent dans cette direction-là. Bon, mais quoi qu'il arrive, l'essentiel du centre de Kupiansk est sous le contrôle des Russes. Donc les Otanokieviens n'ont jamais repris le contrôle de Kupiansk, c'est totalement faux. Et au contraire, là où la situation devient catastrophique pour les Otanokieviens, c'est que les Russes se sont quasiment emparés de Petropavlovka, donc ils sont en train de liquider toutes les résistances qui se trouvent à l'est de la rivière Oskol. Et une fois qu'ils ont assuré cette ligne de communication entre l'est de la rivière Oskol et l'ouest, cette contre-offensive ukrainienne, comme toutes les autres, eh bien, sera un échec cuisant. De bonnes unités ont été sacrifiées pour avoir un effet marketing. Voilà. Le ministère de la Défense a fini par déclarer la prise complète de Kurilovka et les Russes continuent à pousser vers Kupiansk-Vzhlovoï. Plus au nord maintenant, les Russes continuent à avancer au sud de Volchansk. Donc ils ont libéré la localité de Liman. Ils sont en train de finir de nettoyer la localité de Volcha. Et ils ont avancé sur celle de Prilovka à cet endroit-là. Comme Kiev, pour obtenir une victoire marketing du Kupiansk, a retiré des unités donc d'autres zones de front, les Russes sont de nouveau à l'initiative dans la région de Soumy et se sont emparés de la localité d'Andrievka, à cet endroit-là. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 18 décembre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc encore une fois, allez vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Telegram, vous allez sur X. Si vous êtes sur Odyssey, vous allez sur Rumble et inversement. Il faut vous inscrire partout. Je ne sais pas ce qui va survivre
à l'attaque qu'on va se prendre dans les 2 semaines qui viennent. Et surtout, la lettre d'information hebdomadaire. Un email ne pourra jamais être bloqué, même par le régime d'Emmanuel Macron, voilà, ou par le régime de je sais pas qui, Van der Leyen, de cette espèce de superstructure super étatique absurde. Voilà, donc je compte sur vous et en tout cas ne vous inquiétez pas, je continue moi, rien ne m'arrêtera et le temps de régler les problèmes ici et je débarque en France. Donc tenez bon, courage, on les aura.